Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice que je vous avais donné dans la dernière vidéo, qui consistait à calculer les gradients de la fonction log_loss. Alors cet exercice était loin d'être facile, c'est pourquoi aujourd'hui on va prendre bien notre temps pour corriger tout ça ensemble en live sur la tablette graphique. C'est parti! Alors, avant toute chose, je vous propose de faire un petit récapitulatif de la situation, histoire de bien remettre cet exercice dans son contexte. Ce qu'on cherche à faire, c'est de développer un neurone dans le but de séparer linéairement deux classes de points. Par exemple, des plantes toxiques, que l'on note y égale 1, et des plantes non toxiques, que l'on note y égale 0. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit nos entrées x1 et x2 à notre neurone, à l'intérieur duquel on va retrouver deux fonctions. D'abord, une fonction linéaire, z égale w1x1 plus w2x2 plus b, puis une fonction d'activation, celle qu'on a vue étant la fonction sigmoïde, qui retourne une sortie variant entre 0 et 1. Le but du jeu, bien sûr, c'est de développer un modèle qui soit le plus fidèle possible à nos données. Et pour ça, ce qu'on cherche à faire, c'est de minimiser une fonction coût, en l'occurrence la fonction de log_loss. Et pour minimiser cette fonction, on va utiliser un algorithme d'optimisation très connu en machine learning, l'algorithme de la descente de gradient, qui consiste à calculer le gradient de la fonction coût, donc essayer de comprendre comment cette fonction varie par rapport aux différents paramètres, pour ensuite mettre à jour ces paramètres et les faire évoluer en conséquence. Alors, à ce stade, avec les formules dont on dispose, on pourrait quasiment commencer à écrire du code, puisqu'on connaît absolument tout, hein. Les entrées x, on les connaît, les paramètres w et b, c'est nous qui les fixons. Concernant la fonction sigmoïde, c'est juste une fonction très simple à coder. Et pour la fonction loss, c'est pas très compliqué. Encore une fois, là, on a une somme. Y, on le connaît, ce sont nos données. On a le logarithme de la fonction a. La fonction a, c'est nous qui l'avons définie. Bref, en fin de compte, on pourrait quasiment tout écrire, sauf une chose, le gradient. Eh oui, le gradient, si je vous disais, tiens, écris-moi ça en code NumPy, vous seriez un petit peu perdu. Vous vous direz, il me faut l'expression du gradient. Comment est-ce que je fais pour le calculer? Et c'est justement pour ça qu'on a mis en place cet exercice aujourd'hui, dans lequel on va s'amuser à calculer les différents gradients dont on a besoin pour que notre neurone apprenne à classer ces différents points. Alors, c'est parti, on va corriger cet exercice. Donc, avant ça, je vais faire un petit peu de ménage. On va supprimer ce dont on n'a pas besoin, et on va même encadrer cette partie-là, parce que c'est un petit peu notre référence. Voilà, on y reviendra de temps en temps, on veut la garder au propre. C'est un petit peu comme les formules que vous notez dans le coin de votre feuille. Voilà, c'est important. Donc, c'est parti, on va commencer par le premier calcul. Au hasard, la dérivée partielle de L par rapport à W1. Donc, on va l'écrire ici, dérivée partielle de L par rapport à W1. Alors, à l'intérieur de notre fonction L, on ne retrouve pas W1. On retrouve Y, on retrouve A, mais on ne retrouve pas W1. Donc, si on voulait dériver L par rapport à W, il faudrait exprimer A de cette manière, en écrivant à la place de A, en écrivant 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z, et à la place du z, il faudrait écrire W1x1 plus W2x2 plus b. Mais waouh! Vous vous rendez compte de la taille du calcul que ça fait? Je vais vous dire, ça, c'est pas possible de résoudre ça à la main. Donc, ce qu'on fait, et c'était le premier indice que je vous avais donné, c'est qu'on fait appel à une règle mathématique, la règle des chaînes, qui consiste à dire que cette dérivée partielle, on peut la diviser en plusieurs parties. On peut tout d'abord dire que c'est la dérivée partielle de L
par rapport à A, multiplié par la dérivée partielle de A par rapport à Z, multiplié par la dérivée partielle de Z par rapport à W1. Et par simplification, vous voyez bien que, hop, ça et ça se simplifie, ça et ça se simplifie, et donc il nous reste la dérivée partielle de L par rapport à W1, c'est-à-dire la chose que l'on cherche à calculer. Ça, c'était le premier indice que je vous avais confié. Ça signifie donc que pour effectuer cet exercice, il va nous falloir calculer 3 termes. D'abord la dérivée partielle de L par rapport à A, puis la dérivée partielle de A par rapport à Z, et pour finir la dérivée partielle de Z par rapport à W1. Alors, vous avez le timecode dans la vidéo pour accéder directement à ces 3 calculs. Nous, on va procéder dans l'ordre. D'abord, on va faire celui-ci, puis A par rapport à Z, puis Z par rapport à W1. Clairement, je vous le dis tout de suite, hein, le plus long et le plus difficile, ce sera le deuxième. Mais on va commencer tranquille en faisant la dérivée partielle de notre fonction coût par rapport à A. Donc, c'est parti. Si j'écris dérivée partielle de L par rapport à A et que j'essaye de calculer ça, eh bien, qu'est-ce que ça me donne? Alors, on va regarder les formules dont on dispose. Donc, la fonction L, elle est ici. Et nous, on cherche à la dériver par rapport à A. Alors, on le retrouve à 2 endroits. On le retrouve ici et on le retrouve là. Mais à chaque fois, il est à l'intérieur d'un logarithme. Donc, il va nous falloir non pas dériver A, mais il va nous falloir dériver log de A. Alors, si vous ne connaissez pas la dérivée du logarithme, si vous l'avez oublié, bien, c'est pas grave, vous pouvez aller sur Wikipédia. J'en profite au passage aussi pour vous dire qu'il s'agit du logarithme naturel, c'est-à-dire le logarithme en base E, celui qu'on écrit souvent en France sous la forme de ln de x. Mais si j'ai écrit log de A et que vous me verrez continuer à écrire ça dans toutes les vidéos, c'est parce que c'est ainsi qu'on l'écrit dans la littérature internationale. Donc il faut vous y faire, on écrit log, sous-entendu que c'est le log en base E, c'est-à-dire le ln de x. Donc, si vous ne connaissez pas les dérivés, si vous avez un petit trou de mémoire, parce que peut-être ça fait longtemps pour vous, ou peut-être que vous êtes en train de les apprendre en ce moment au lycée, ou bien durant vos études, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez dérivée usuelle wiki, vous allez tomber sur ce tableau sur lequel vous trouverez vos différentes dérivées. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Et voilà, on a donc notre réponse. La dérivée de ln de x, ou de log de a, donc c'est 1 sur x. Ça signifie, on va l'écrire ici, juste au-dessus, enfin, on va remplacer ça. Ça signifie donc que log de a, lorsqu'on va le dériver, ça va devenir 1 sur a. Et log de 1 moins a, vous pourriez vous dire, ah, bah ça va nous donner 1 sur 1 moins a. Alors, vous y êtes presque. C'est juste que, étant donné qu'on a un coefficient négatif devant le a, eh bien ce coefficient négatif, on va le retrouver en dehors de notre dérivée, ici. Ce qui va nous donner, donc, non pas 1 sur 1 moins a, mais moins 1 sur 1 moins a. Donc, c'est parti, on va remplacer tout ça dans notre calcul ici. On va donc écrire que la dérivée partielle de L par rapport à A, c'est égal à moins 1 sur M. Hein, ça reste, c'est un facteur. De même pour la somme des Y, tout ça, ce sont des facteurs. On ne va pas les enlever. Donc, on va écrire que c'est égal à moins 1 sur M, multiplié par la somme de I allant de 1 à M, mais je ne vais pas continuer à l'écrire I allant de 1 à M pour le reste de cette vidéo, parce que ça va nous faire économiser du temps et ça va nous permettre un petit peu d'aérer nos calculs, de faire un peu plus de place. Donc, c'est égal à la somme de quoi? De Y multiplié par 1 sur A, donc Y divisé par A, plus 1 moins Y multiplié par moins 1 sur 1 moins A. Donc on a un moins là qu'on va donc mettre
au tout début. OK, donc on va faire moins. Donc 1 moins y divisé par 1 moins a. 1 moins y divisé par 1 moins a. Et voilà, ça nous donne notre première expression dont on va avoir besoin dans notre calcul. Celle-ci. Maintenant, on va passer au deuxième calcul. Clairement, le plus dur de cette vidéo, la dérivée partielle de a par rapport à z. Donc, pour calculer cette dérivée, je vous avais donné deux indices. Le premier, c'est que la fonction a peut être exprimée sous forme d'une fonction composée, g rond f, c'est-à-dire, si écrit autrement, g de f de z, dans laquelle, je vais écrire ça en dessous, dans laquelle g, c'est une fonction qui a x associé 1 sur x, ou si vous préférez, on peut écrire g est égal à 1 sur f, et f, c'est une fonction qui a x associé 1 plus exponentielle de moins x. C'est-à-dire, on peut écrire f est égal à 1 plus exponentielle de moins z. Eh bien, vous voyez bien que si on assemble ces deux choses ensemble, si on écrit g de f de z, eh bien, f, on le passe ici, et donc on retombe bien sur notre formule. A égale 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Ça, c'était le premier indice que je vous avais donné. Le deuxième indice que je vous avais donné, c'était un petit rappel, celui de la dérivée d'une fonction composée, donc g rond f prime, qui est en réalité égal à g' de f de z multiplié par f' de z. Voilà, ça c'était le deuxième indice que je vous avais donné. Donc avec ces deux choses, on peut calculer la dérivée partielle de a par rapport à z, puisque c'est en fait égal à cette formule que l'on a juste en dessous, hop, cette formule-là, dans laquelle on fait intervenir la dérivée de g, la dérivée de f et la fonction f. Alors pour l'utiliser jusqu'au bout, cette formule, il nous faut donc calculer ces deux derniers éléments, la dérivée de g et la dérivée de f. Et c'est ce qu'on va faire donc tout de suite. Je vous rappelle donc la dérivée de la fonction g, la dérivée de 1 sur x ou de 1 sur f, c'est égal à moins 1 sur x carré. Alors encore une fois, vous pouvez aller sur Wikipédia pour retrouver ce genre de formule. Je crois qu'elle est écrite ici, voilà, ou vous l'avez plutôt là aussi, puisque cette formule, 1 sur x, elle peut être exprimée sous forme d'exposant, c'est x puissance moins 1. Et oui, 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que lorsqu'on fait appel à cette formule, x puissance alpha, la dérivée c'est alpha x alpha moins 1. Donc si x puissance alpha prime, ça vous donne alpha x alpha moins 1. Ça signifie donc que ici alpha c'est égal à moins 1. Donc on se retrouve avec égal moins 1 x moins 1 ça fait moins 2. Et ça c'est égal à moins 1 sur x au carré. C'est pourquoi on a moins 1 sur x au carré. Donc ça, c'est la dérivée pour g. Et la dérivée de f, maintenant, qu'est-ce qu'elle est, la dérivée de f? Eh bien, f, c'est égal à 1 plus exponentielle de moins z. Donc quand on le dérive, le 1, il s'en va, c'est une constante, plus exponentielle de moins z. Et là, c'est un autre petit rappel que vous pouvez trouver également ici. Exponentielle de moins z, ça vous donne en dérivée exponentielle de moins z. Alors attention, ça c'est dans le cas où a est égal à e de ax. Oui, bon ça c'est pas vraiment ce qu'il faudrait retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt, on va dire, exponentielle de alpha x, lorsqu'on dérive ça, c'est égal à alpha exponentielle de alpha x. Voilà, ça c'est un autre rappel. Et ça veut donc dire que ici, alpha il est égal à moins 1.
Donc, notre dérivée partielle, c'est égal à moins exponentielle de moins z. Voilà, ça c'est la dérivée de f. Donc, on peut assembler toutes ces formules à l'intérieur de cette formule numéro 2. Je vais la réécrire ici pour vous laisser le temps. Je vous conseille de l'écrire sur votre feuille de papier aussi. Donc, c'est g' de f de z multiplié par f' de z. Alors, si on développe ça, si on remplace plutôt tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on a vu que g' c'était égal à moins 1 sur x carré. Donc, on va écrire moins 1 sur, alors non pas x au carré, mais f de z au carré. Et f de z, c'est écrit ici. Donc, c'est moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z, le tout au carré. Et ça, on le multiplie par f' de z. Et f' de z, c'est égal à moins exponentielle de moins z. Donc, on écrit moins exponentielle de moins z. Et là, tout ça, eh bien, on peut un petit peu le simplifier. Ce qui nous donne, là, on a moins et moins. Donc, ces deux moins vont disparaître pour laisser place à un plus. Donc, ça nous donne exponentielle de moins z divisé par 1 plus exponentielle de moins z au carré. Alors, sur Discord, j'ai vu plusieurs personnes réussir à obtenir ce résultat. Et c'est très bien. Vous avez fait du bon boulot. Mais, vous l'aviez compris, le calcul ne s'arrêtait pas ici. Et c'est là que j'aurais pu vous donner un quatrième indice. Ça concerne les simplifications de ce calcul. Parce qu'on l'a vu, hein, quand on était en maths, au lycée, dans le supérieur, etc., eh ben, un calcul mathématique, on peut toujours le simplifier. Et là, en l'occurrence, ce calcul, on peut le simplifier. Donc, je me tourne vers vous. Est-ce que ce calcul ne vous fait pas penser à quelque chose? Par exemple, quelque chose comme A2Z, vous savez, cette expression que l'on a notée ici. Eh bien, oui, ça nous fait penser à A2Z. Pourquoi? Parce qu'on peut l'exprimer en le découpant en deux parties, en deux termes, ce calcul. On peut dire que c'est égal à 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z, hein, multiplié par, forcément, ce qu'on va avoir là, exponentielle de moins z, divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Tout ça, ça nous fait retomber sur l'expression qu'on a encadrée. On a bien 1 plus exponentielle de moins z multiplié par 1 plus exponentielle de moins z, ça nous donne un carré. Et au numérateur, eh bien, on retrouve bien exponentielle de moins z multiplié par 1. Tout va bien. Eh bien, là-dedans, on peut clairement identifier un terme à gauche qui est égal à A2Z. Maintenant, le terme de droite, vous allez peut-être vous dire, maintenant qu'on a commencé à simplifier, peut-être qu'on ne va pas s'arrêter là, peut-être que ce terme, on peut encore le simplifier. Et vous avez tout à fait raison. Sauf que ce terme est un petit peu plus délicat à simplifier. Il va falloir qu'on utilise une petite astuce mathématique, une petite triche, une petite combine que vous avez sûrement déjà vu dans vos études supérieures à un moment donné. On va faire un plus 1 moins 1. Voilà, on va rajouter plus 1 moins 1 au numérateur, ce qui revient à la même chose, hein, ça revient à faire plus 0. Quand vous rajoutez plus 0 à quelque chose, ça fait absolument rien, ça ne change rien à vos résultats. Sauf qu'en faisant plus 1 moins 1, ce terme, on va pouvoir le découper, ou le diviser, encore une fois, le découper en deux parties. Un terme à gauche qui va... Allez, je vais vous l'entourer. Un terme à gauche qu'on va avoir en vert qui va... Allez, comme c'est le terme de gauche, il va y avoir ça. Un terme à gauche sur lequel on aura ça. Donc, exponentielle de moins z plus 1, ce plus 1, divisé par 1 plus exponentielle de moins z,
Et ce terme, qu'est-ce que c'est ce terme? On retrouve au numérateur la même chose qu'on retrouve au dénominateur, hein. C'est juste que le plus 1, il est écrit d'un côté et là de l'autre, mais c'est la même chose, hein. C'est comme si vous disiez A divisé par A, ou pas le A dont on parle ici, mais une certaine variable x divisée par x. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est égal à 1. Voilà, donc ici, donc, on a un terme qui est égal à 1. Et là, de l'autre côté, on a un terme en jaune. Hop. Moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Et qu'est-ce que c'est, ça? En plus, je vous l'ai mis en jaune pour vous aider. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre en jaune à l'écran à l'heure actuelle? Hop, 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 ici, genre. Ah, ça ressemble vraiment. Bah oui, c'est la même chose. C'est la même chose au signe près, à un facteur moins 1 près. Donc ça, c'est égal à, non pas a de z, mais c'est égal à moins a de z, puisqu'on a rajouté un moins devant. Voilà. Si le moins vous embrouille, vous pouvez vous dire que le moins, il se situe juste ici. Hop, moins 1 plus exponentielle de moins z. Donc ça nous donne bien moins a de z. Donc tout ça, en fait, on peut le résumer, on peut le combiner, hop, en une seule expression, après simplification. Donc là, on a bien a de z multiplié par 1 moins a de z. Et ça nous donne notre formule finale, la dérivée partielle de a par rapport à z, elle est égale à a moins, multiplié, allez, on va l'écrire a facteur de 1 moins a, tout simplement. Et voilà, ça, on l'encadre. Et c'est notre deuxième formule qui intervient dans notre calcul final. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer le troisième calcul, la dérivée partielle de z par rapport à W1. Donc, la fonction z, elle est ici. Lorsqu'on la dérive par rapport à W1, donc cette chose-là, eh bien, ce terme s'en va, c'est une constante. Ce terme s'en va, c'est une constante. Alors, par constante, on veut dire que W1 n'a aucun impact sur ces deux termes. Voilà, le terme W2x2 ne varie pas quand W1 varie. Il reste constant. Donc, il s'en va, celui-ci s'en va également. Alors, en réalité, lorsqu'on dérive z par rapport à W1, il reste le facteur en face de W1, c'est-à-dire x1. Et vous avez vu, celui-là, il était très très rapide. Je ne sais même pas si je vais mettre un timecode. Allez, pour la forme, on va quand même en mettre un, sinon certaines personnes vont se dire, mais dis donc, on ne fait pas la dérivée finale dans cette vidéo. Donc, dérivée partielle de z par rapport à W1, c'est égal à x1. Et voilà, c'est notre dernière dérivée partielle. Donc, avec ça, on a nos trois encadrés en bleu ici, ces trois-là, 1, 2, 3. Hop. Et on peut donc effectuer le calcul final des ronds L sur des ronds W1. Il s'agit simplement de multiplier ensemble ces trois expressions. Expression 1, expression 2 et expression 3. Donc, on va écrire que la dérivée partielle de L par rapport à W1 est égale en premier à ce terme-là, donc moins 1 sur M fois la somme de Y divisé par A moins 1 moins Y divisé par 1 moins A. Ensuite, on va multiplier ce premier terme au deuxième terme, qui est ici. Donc, on va multiplier ça par A facteur de 1 moins A facteur de 1 moins A. Et ce dernier terme, on va le multiplier par notre dernière dérivée, x1, donc fois x1. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, on va simplifier ce calcul, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire ici. Si vous ne le voyez pas tout de suite, regardez.
quand on va multiplier, quand on va développer ce calcul, c'est-à-dire faire passer le A à la fois dans ce terme et dans ce terme, bien là, on va voir que le A, bah ici, il va se simplifier. Et il ne restera plus que 1 moins A. Et de la même manière, lorsqu'on va faire passer 1 moins A à l'intérieur, eh bien, on va voir que de ce côté, il va se simplifier, etc., etc. Donc, on va faire ce calcul calmement, sans se précipiter, pour que tout le monde comprenne bien. On peut donc écrire que c'est égal à moins 1 sur m fois la somme de, donc, si je développe ce terme, comme je vous expliquais, je fais passer tout ça pour le moment de ce côté. Alors le A va se simplifier, hop, hop, et il nous reste Y facteur de 1 moins A moins, et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'autre terme qui va se simplifier. Le 1 moins A va se simplifier avec ça. Et donc, on a 1 moins Y, c'est notre partie ici, facteur de A, puisqu'il ne reste que A de ce côté. Donc ça, on va le multiplier par x, il reste ce petit facteur à rajouter. Et là, on peut encore simplifier ce calcul. On va commencer par le développer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, là, on a y moins ya. Là, je n'ai que fait développer mon calcul. Et ensuite, on a moins de ce côté. 1 fois a, ça fait a. Et moins ya, ça fait moins ya. Mais comme on a déjà un moins là, on va le convertir en plus ya. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien là, on a encore une fois une belle simplification. On a plus ya moins ya. Donc ces deux choses, elles s'annulent. Et ça nous laisse avec le résultat final, à savoir la dérivée partielle de L par rapport à W1 est égale à moins 1 sur M fois la somme. Alors je vous rappelle la somme de tous les éléments allant de 1 à M, de Y moins A, alors sous-entendu Y, A, I, c'est-à-dire à chaque fois la donnée Y, peut-être la donnée numéro 10 ou la donnée numéro 150, etc. C'est une donnée, moins la sortie 150 ou la sortie respective, multipliée par la variable x1 pour la même donnée toujours. Et voilà, avec ça, vous avez votre premier gradient, celui qui vous était donné à calculer, dans l'exercice de la dernière vidéo. Alors, il y avait peut-être une toute petite différence avec l'exercice que je vous avais donné, la réponse, c'est-à-dire que dans la réponse, on n'avait pas de facteur moins ici, le facteur moins n'était pas là, et à la place, y et a étaient inversés. Et oui, c'est juste qu'on met le facteur moins 1 à l'intérieur de notre somme. Voilà, c'est une autre façon de présenter les choses qui est elle aussi assez courante et qu'on va donc résumer ici en écrivant que ça, notre premier gradient, il est égal à 1 sur m fois la somme de donc a moins y fois x1. Et voilà, on a notre premier gradient. Youpi! Alors là, vous vous dites peut-être, waouh, ça fait 30 minutes de vidéo et on en a seulement fait un. Ouais, mais vous allez voir, les autres sont hyper simples à avoir. Pourquoi? Eh bien, regardez, la dérivée partielle de L par rapport à W2. Comment est-ce qu'on va faire pour la calculer? Eh bien, on va encore une fois utiliser la règle des chaînes, dans laquelle tout ce qui va changer, c'est le dernier terme. Ah bah oui, hein, d rond L divisé par d rond A, ça reste la même chose. D rond A par D rond Z, ça reste la même chose. Non, tout ce qui va changer, c'est ce dernier terme, ici, tout au bout. C'est-à-dire que au lieu de dériver Z par W1, on va le dériver par W2. Et la dérivée de Z par W2, qu'est-ce que ça nous donne cette fois-ci? Eh bien, ça s'en va et ça aussi.
il nous reste donc x2. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas x1, mais x2. Et c'est-à-dire que tout notre calcul reste le même, c'est juste qu'à la fin, on va mettre un 2 à la place d'un 1. Donc, on a bien 1 sur m fois la somme de a moins y fois x2. Et donc, on a notre deuxième dérivée. Vous avez vu, celle-ci, elle était rapide à calculer quand même. Et vous comprenez, hein, si on aurait un troisième paramètre, si on avait un troisième paramètre, W3, alors tout ce qu'on aurait à faire, c'est des ronds L sur des ronds L sur des ronds W3, ça nous donnerait, encore une fois, le même calcul, mais on aurait x3, la donnée x3. Et donc, je vous laisse deviner la dernière dérivée. On aura cette fois-ci 1 sur m fois la somme de a moins y. Mais cette fois-ci, en dérivant notre expression par b, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en face de b, on a un facteur 1. C'est-à-dire que c'est fois 1. Et comme, ça ne sert à rien d'écrire fois 1 dans une expression, eh bien, on l'enlève. Et ça nous donne donc nos 3 gradients. Les 3 gradients qu'il nous faut pour la prochaine vidéo dans laquelle on va coder notre premier neurone. Et vous allez voir, ça va vraiment être très 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 fun. Donc, pour conclure, je voulais vraiment vous dire que cet exercice n'était pas facile du tout. Si vous avez rencontré des difficultés, il n'y a aucun problème avec ça. Pour être honnête, je vais vous dire un truc. Quand moi, j'ai commencé à faire du deep learning, je faisais pas ça. Parce que tout simplement, c'était pas dans les formations dans lesquelles que j'avais suivi. À la fois les formations sur Coursera, mais aussi quand j'étais en école d'ingénieur. Bref, on m'avait pas montré ça. Donc, ce que je vous montre, c'est un petit peu exclusif. Je suis assez content de vous le montrer d'ailleurs. Je dis pas que ça existe nulle part sur Internet, hein. Bien sûr, ça doit sûrement exister ailleurs, mais ce que je veux vous dire, c'est que il n'est pas utile de savoir faire cela si vous débutez en deep learning. Ça, c'est plus une chose que j'ai personnellement découvert de moi-même. Enfin, c'est moi-même qui un jour ai pris le crayon il y a quelques années et me suis dit, hop, je vais moi-même calculer mes gradients, faire tout le calcul à la main pour être sûr de bien maîtriser le truc. Et j'ai envie de partager ça avec vous pour que vous aussi, un jour, quand vous soyez plus à l'aise avec tout ça, vous puissiez vous-même reprendre le crayon et vous dire « Ok, je vais refaire mes calculs de gradient, je vais me rappeler de la vidéo de machine learning, je vais essayer de voir ça. » Et vous serez très fiers de vous quand vous y arriverez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien tout compris à la correction de l'exercice de la dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des petits doutes ou des petites questions, eh bien n'hésitez pas à les écrire en commentaire, comme ça je pourrai y répondre et vous aider à tout comprendre. Je vous assure que c'est très important de bien comprendre tout ça, parce que dans la prochaine vidéo, on va enfin commencer à faire du code en implémentant toutes les formules mathématiques que l'on a vues jusqu'à présent. Ça va être vraiment cool, on va commencer à s'amuser, franchement j'ai hâte. Donc si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et merci bien sûr à toutes les personnes qui partageront cette vidéo, comme vous l'avez fait jusqu'à présent sur cette chaîne YouTube, c'est très sympathique de votre part. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.